On pense souvent que pour bien parler en public, il faut avoir un don, un talent presque inné. Mais en réalité, c'est une compétence qui s'apprend. Et tout, absolument tout, commence par un seul mot, la préparation. C'est vraiment la première clé. On va donc décortiquer ensemble comment maîtriser cet art en s'appuyant sur le guide de Philippe Le Breton. Regardez cette scène, elle est un peu chaotique, non? L'orateur qui transpire, le public qui est soit perdu, soit carrément en train de s'endormir. Ça rappelle peut-être de mauvais souvenirs à certains. C'est vrai que la prise de parole en public est souvent vue comme une véritable épreuve, une source de stress énorme. Mais au fond, pourquoi est-ce si stressant? Souvent, cette peur vient de l'incertitude, du sentiment de naviguer à vue, sans la moindre boussole. C'est vraiment ce manque de méthode qui finit par créer toute cette anxiété. Alors, comment on fait pour transformer cette angoisse en confiance? Voilà le parcours qu'on va suivre. D'abord, on va déconstruire quelques mythes bien tenaces. Ensuite, on verra les questions cruciales à se poser. Puis, comment bâtir un plan qui tient la route? Et pour finir, on parlera de l'art de choisir des mots qui percutent vraiment. Allez, on plonge directement dans la première étape. On va s'attaquer aux mythes. Parce qu'avant de construire de nouvelles compétences, c'est super important de démolir un peu les idées reçues qu'on a tous en tête. Bon, première idée reçue, un classique, vrai ou faux. Une bonne prise de parole, c'est avant tout une question d'improvisation, de savoir rebondir sur ce que le public nous envoie. Et la réponse est faux. C'est le grand mythe de l'orateur naturel. En réalité, et l'auteur insiste beaucoup là-dessus, ce qui a l'air spontané est toujours le résultat d'un long travail en amont. Une improvisation réussie, ça se passe sur des rails qui ont été solidement posés par la préparation. Passons à un autre mythe, très courant celui-là, surtout dans le monde de l'entreprise. Vrai ou faux, pour avoir l'air crédible et sérieux, il vaut mieux maîtriser et même cacher ses émotions. Eh bien non, encore une fois c'est faux. L'ouvrage est très clair à ce sujet, au contraire, il faut mettre de l'émotion dans ses propos. C'est comme ça qu'on arrive à toucher à la fois le cœur et la raison de l'auditoire. L'émotion, ce n'est pas du tout une faiblesse, c'est un puissant levier de connexion. Ok, maintenant que le terrain est un peu plus clair, entrons dans le vif du sujet, les questions essentielles qu'il faut absolument se poser. Parce que oui, le succès d'une présentation se joue bien avant d'avoir écrit la première ligne. La toute première série de questions, elle concerne la cible. Qui est cet auditoire? Il est absolument crucial de savoir qui sont les participants, de connaître leur niveau d'expertise sur le sujet, de comprendre leurs attentes et même d'essayer d'anticiper les questions qu'ils pourraient poser. Parler dans le vide, c'est vraiment l'une des pires choses qui puissent arriver. La deuxième question fondamentale, c'est quel est mon objectif? Est-ce que c'est simplement d'informer, d'expliquer un processus complexe, ou est-ce que le but est de convaincre les gens d'agir? Il faut définir très clairement le message unique que les gens doivent retenir, le fameux take-home message, et le résultat concret qu'on veut obtenir à la fin. Bon, une fois qu'on a bien cerné l'audience et que l'objectif est clair comme de l'eau de roche, il est temps de passer à la construction du plan. C'est lui qui va donner une véritable colonne vertébrale à toutes nos idées. Le processus est assez simple et méthodique en fait. D'abord, on jette toutes ces idées sur le papier, en vrac, sans se censurer. C'est le brainstorming. Ensuite, on fait le tri, on sélectionne et on organise les idées les plus pertinentes par rapport à l'objectif. Et enfin, on choisit la structure de plan qui va le mieux servir notre propos. Et ce choix du plan, il est éminemment stratégique. À chaque objectif correspond une structure idéale. Si le but c'est juste d'informer, hop, on prend un plan thématique. Si on veut expliquer une évolution, le plan chronologique est parfait. Pour lancer un débat, le classique thèse-antithèse. Pour vraiment convaincre, le plan démonstratif est roi. Et enfin, si on anticipe des objections, le plan contradictoire, c'est l'arme secrète pour les désamorcer. On arrive maintenant à la dernière étape de cette préparation, l'écriture, le choix des mots. Parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qu'on dit, mais c'est surtout la manière dont on le formule. L'auteur nous présente ici un concept vraiment puissant, celui de qualifier une idée. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est l'art de colorer ces mots, de leur donner une saveur particulière, une portée suggestive. C'est une façon subtile d'orienter la perception de l'auditoire pour qu'il comprenne immédiatement notre point de vue. Regardons concrètement la différence. Au lieu de parler de la nouvelle organisation, on va plutôt dire une organisation renouvelée. Au lieu des procédures de travail, on parlera de procédures simplifiées. Et plutôt qu'un simple accompagnement au changement, on parlera d'un accompagnement qui place l'humain au centre. La différence peut sembler minime, mais son impact sur la façon dont le message est reçu est juste énorme. Et tout ça nous amène à cette superbe citation de Victor Hugo que l'auteur met en avant. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. C'est la synthèse parfaite de toute l'importance de la préparation. La structure, le plan, le choix des mots, ce n'est pas juste de l'emballage, c'est ce qui rend le fond, le message, visible, clair et percutant.
Finalement, la préparation n'est pas du tout une contrainte, c'est une libération. C'est elle qui transforme le trac en énergie et les idées un peu floues en un message limpide. Ça laisse donc une question en suspens. Pour une prochaine présentation, quel type de plan serait le plus judicieux pour vraiment faire résonner ces idées? C'est une bonne réflexion à avoir.